Bonjour, donc on va commencer la leçon sur les ensembles. Alors les ensembles, généralité sur les ensembles. Notion d'ensemble, élément d'un ensemble. Alors un ensemble est une collection d'objets, c'est-à-dire on la met entre accolades comme ça, et on donne une notation à l'ensemble, par exemple E, et on écrit les éléments, par exemple A, B, C. Ça c'est un ensemble. Un élément de l'ensemble est l'un de ces objets. Alors les objets sont A, B et C. Ce sont des éléments. Alors, soit E un ensemble, c'est-à-dire comme ça, par exemple. Lorsque E est un élément de E, on note X appartient à E. Ici, on va dire par exemple A appartient à E. Mais 2 n'appartient pas à E. Puisque 2 ne figure pas ici. On dit que X appartient à E. Sinon, lorsque X n'est pas un élément de E, on note X n'appartient pas à E. Et on dit que X n'appartient pas à E. Alors, on appelle ensemble vide et on note comme ça l'ensemble qui ne contient aucun élément. Alors, on passe à des exemples. Tous les nombres que nous connaissons forment un ensemble noté R, appelé l'ensemble des réels. N, Z, D, Q, R sont des ensembles usuels qu'on connaît. Alors, racine de 2 appartient à R, mais racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors, mode de génération d'un ensemble. Comment définir un ensemble? Il existe au moins deux manières de décrire ou bien de définir un ensemble. Alors, on peut définir un ensemble par extension, c'est-à-dire on écrit entre accolades la liste de ces éléments, ou bien par compréhension, c'est-à-dire on écrit entre accolades un ensemble, les éléments d'un ensemble connu, vérifiant une propriété donnée. Par exemple, si on écrit l'ensemble des éléments X qui sont dans R tels que, alors, on écrit entre accolades, voilà les accolades. Les éléments X d'un ensemble connu, c'est R ici, vérifiant une certaine propriété, par exemple, telle que X à puissance 3 égale X. D'accord? Ça, c'est un exemple d'un ensemble qui est défini par compréhension. Alors, si on cherche à écrire cet ensemble par extension, il faut déterminer les éléments de E. Donc, on écrit X appartient à E, C, c'est le moins C, X à puissance 3 égale X. Donc, X appartient à E, ça veut dire X vérifie cette égalité. Donc, ici, on factorise. X à puissance 3 moins X égale 0. Ça va donner X facteur de X carré moins 1 égale 0. Donc, ceci équivaut à X facteur de X moins 1 facteur de X plus 1 égale 0. Donc, ceci équivaut à dire que X égale 0 ou X moins 1 égale 0, c'est-à-dire X égale 1, ou X plus 1 égale 0, c'est-à-dire X égale moins 1. Donc, E est formé par les éléments 0, 1, moins 1. Donc, l'ordre n'est pas important à l'intérieur de l'ensemble. Donc, on n'est pas obligé de commencer par moins 1, 0, 1. Donc, l'ordre n'est pas important. Et bien sûr, ici, on voit que E est défini par extension puisqu'on a écrit entre accolades la liste de ces éléments. On a 3 éléments. Maintenant, on va passer à donner des exemples. L'ensemble E du diviseur positif de 4, il s'écrit par exemple E, c'est l'ensemble du diviseur positif, c'est-à-dire n appartenant à n, tel que n divise 4. Donc on écrit divise 4. Ou bien on peut écrire E, il est défini par compréhension. On peut définir, alors, donc on peut écrire ça. Alors on peut donner la liste des diviseurs. On va écrire E. Les diviseurs positifs de 4 sont 1, 2 et 4.
Alors, on peut l'écrire par compréhension, c'est-à-dire E, l'ensemble des éléments n qui sont dans n, tels que n divise 4. Donc ça, c'est écrit par compréhension, et ici, c'est écrit par extension. Alors, la remarque qu'on a dit, l'ordre n'est pas important à l'intérieur de l'ensemble. Donc, 1, 2, c'est la même chose que 2, 1, 3. C'est la même chose que 3, 1, 2. C'est la même chose que 3, 2, 1, etc. Un ensemble contenant un seul élément est appelé singleton. Par exemple, l'ensemble A formé de l'élément 1 est un singleton. Par exemple, on a 0. Donc, c'est un singleton. Si vous avez deux éléments, on l'appelle paire. Alors, maintenant, on va passer à l'inclusion et l'illégalité de deux ensembles. Soit A et B, deux parties d'un ensemble, ou bien deux ensembles quelconques. On dit que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B lorsque tous les éléments de A est un élément de B. On note A est inclus dans B. On a par exemple N est inclus dans Z. Pourquoi? Puisque tout entier naturel est un entier relatif. Donc c'est N. 4 par exemple appartient à N, donc 4 appartient à Z. La réciproque est fausse. Donc on n'a pas, Z n'est pas inclus dans N, puisque par exemple moins 2 appartient à Z, mais moins 2 n'appartient pas à N. Alors, dans ce cas, on dit que A est un sous-ensemble de B ou bien une partie de B. Autrement dit, A est inclus dans B équivaut, quel que soit X dans A, X est dans B. Deux ensembles A et B sont dits égaux s'ils ont les mêmes éléments, c'est-à-dire, on écrit alors A égale B. Donc, autrement dit, A égale B, c'est-à-dire quel que soit X dans E, si on a X appartient à A, automatiquement X dans B est la réciproque. Si on a X dans B, automatiquement X est dans A. On va passer maintenant à cet ensemble. Donc, on peut raisonner de deux manières, soit, alors pour montrer que A est égal à B, on a le choix de montrer que A inclus dans B et B inclus dans A. Et bien sûr, pour montrer ceci, il faut prendre un X. Ça implique que quel que soit X dans E, X appartient à A, implique X appartient à B. Ça, c'est pour la première inclusion. Et la deuxième inclusion, c'est pour quel que soit X dans B, X appartient à A. Donc, on peut raisonner par double inclusion ou bien aller directement montrer par équivalence que quel que soit X appartenant à E, X appartient à A, équivaut X appartient à B. Alors, si on a montré cette implication, alors c'est comme si on a montré cette inclusion. Et l'autre implication, c'est comme si on a montré cette inclusion. Maintenant, on va raisonner par équivalence. Alors, soit X appartenant à B, ceci équivaut déjà soit X dans l'ensemble mère, c'est-à-dire dans R. Alors, X appartient à B équivaut X carré strictement supérieur à 1 et X strictement négatif. Donc, par passage à la racine carrée, donc c'est valeur absolue de X, strictement supérieur à la racine de 1 et X négatif. Alors, ceci implique quoi? Implique que moins X strictement supérieur à 1 et X négatif. Donc, ceci implique que X est strictement inférieur à moins 1 et X négatif. Alors, ceci implique quoi? Alors, X est strictement inférieur à moins 1. Puisque si on a ça, donc l'implication de là à là, c'est évident, puisqu'on a ça et ça. Donc, ces deux propositions sont vraies, donc celle-là est vraie. Mais si on a X est strictement inférieur à moins 1, automatiquement, on va garder X strictement inférieur à moins 1 et on va conclure que X est strictement négatif, puisque moins 1, c'est strictement inférieur à 0. Donc, on a l'équivalence entre ces deux propositions. Donc, ceci implique quoi? Implique que X appartient à l'intervalle
moins l'infini moins 1. Donc on a pris un élément x dans B et on a montré qu'il est dans cet intervalle. Donc forcément, B est égal à 1 moins l'infini moins 1 qui est égal à A. Maintenant, on va raisonner par double inclusion. Méthode 2. Soit x appartenant à R, on a x appartient à A, implique que, donc x il est là, donc x strictement inférieur à moins 1. Et bien sûr, ceci implique quoi? Implique que x au carré, puisque ça c'est négatif, supérieur à moins 1 au carré. Et bien sûr, puisque x est strictement inférieur à moins 1, donc x est négatif. Ceci implique que x carré est strictement supérieur à 1 et x est négatif, donc x appartient à B. D'où A est inclus dans B. Maintenant, si x appartient à B, alors ceci implique que x carré est strictement supérieur à 1 et x négatif. Alors, ceci implique que la valeur absolue de x est strictement supérieure à 1 et x négatif. Bien sûr, ici, c'est moins x positif supérieur à 1 et x négatif. Donc, ceci implique que x est strictement inférieur à moins 1 et x négatif. Alors, ces deux propositions sont vraies, alors automatiquement, x strictement inférieur à moins 1 est vrai. C'est-à-dire, x appartient à A. Donc, B est inclus dans A. On a A inclus dans B et B est inclus dans A, donc forcément A égale B. Deuxième méthode. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, soit A l'ensemble des éléments x dans R, tel que x supérieur ou égal 3. Donc l'ensemble A est défini par compréhension. La même chose B, l'ensemble des éléments x dans R, tel que x moins 1 supérieur fois x moins 3 est positif. Alors, donc il faut faire attention. Un élément, si on vous demande 1 appartient à A, non. Pourquoi? Parce que 1 n'est pas supérieur ou égal 3. A, c'est l'ensemble des éléments qui sont dans R qui vérifient ça. Donc ça n'appartient pas. Et par contre, 5 appartient à A. Pourquoi? Car 5 est supérieur ou égal 3. Donc ici, condition d'appartenance. Vous avez compris. Maintenant, je cherche, est-ce que par exemple 0 appartient à A? Donc je dois vérifier, est-ce que 0 moins 1 fois 0 moins 3 est positif? Oui, ça donne 3, c'est positif ou nul. Donc 0 appartient à A. D'accord? Donc, si je cherche, est-ce qu'un élément appartient à B, je dois vérifier que ça c'est vrai. Maintenant, on passe à répondre à la question. Montrer que A est inclus dans B. Donc, soit un élément x dans R, on a x appartient à A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x est supérieur ou égal 3. Donc, je dois montrer ça. Donc, x moins 1 est supérieur ou égal 2 et x moins 3 est positif. Donc, je fais le produit. Donc, x moins 1, facteur de x moins 3 est supérieur ou égal à 2 fois 0. Donc, ceci implique que x moins 1, facteur de x moins 3 est positif. Donc, ceci implique que x appartient à l'ensemble B. D'où A est inclus dans B. Alors maintenant, on va passer à l'ensemble des parties d'un ensemble. Alors, soit E un ensemble, on appelle ensemble de parties de E l'ensemble constitué de sous-parties ou bien des parties de E. On note P de E. Alors par exemple, si on a E égale 1, 2, donc l'ensemble des parties, donc il y a l'ensemble vide, c'est une partie de E. Alors il faut faire attention, pourquoi l'ensemble vide est une partie, est toujours inclus dans n'importe quel ensemble A, car ceci implique quoi? Implique que quel que soit x appartenant à E, si x appartient à
à l'ensemble vide, ceci implique que X appartient à A. Il faut faire attention, cette proposition-là est fausse. Mais si la première proposition est fausse, l'implication c'est toujours vrai. Donc on a ça. Donc l'ensemble vide inclus dans E, donc c'est une partie. On va prendre les éléments qui contiennent un seul élément, les parties qui contiennent un seul élément, c'est 1, 2, et bien sûr, dernièrement, l'ensemble qui est formé de deux éléments. C'est ça le maximum. Donc ça, normalement, cet ensemble P de E, il contient toutes les parties de E. Il faut faire attention. Par exemple, 1 est une partie de E. D'accord? 1 inclus dans E. Donc A est un élément de P de E. Donc on va écrire 1 appartient, c'est pas inclus, dans P de E, puisque c'est un élément entre accolades dans cet ensemble. Donc c'est un élément. Et si on écrit 1 sans accolade, donc 1 est un élément de E. Donc on écrit 1 appartient à E. D'accord? Donc maintenant on va passer à l'exemple 2. Soit maintenant E contient 1, 2, 3, déterminer P de E. On commence toujours par l'ensemble vide, puisque c'est toujours partie de E. Alors maintenant on va passer aux parties qui contiennent un seul élément. Maintenant on va passer aux parties qui contiennent deux éléments, 1, 2, ou bien 1, 3, ou bien 2, 3. Maintenant au maximum, la partie l'ensemble E qui contient trois éléments. C'est ça l'ensemble des parties. Alors, complétez par appartient ou bien inclusion les éléments suivants. Alors, cette 1 est une partie, est un élément, 1 est une partie de E, est inclus dans E. Donc, c'est un élément de P de E, puisque P de E est formé des parties de E. D'accord? Donc, on va écrire ici appartient. 1, 2 est inclus dans E. 1, 3, pardon, est inclus dans E. Donc, c'est un élément de P de E. Par contre, ici 1, on parle toujours de E égale 1, 2, 3. Donc ici, c'est inclus. Ça, c'est pas un élément, c'est une partie de E. Ici, c'est inclus. D'accord? Alors, il faut faire attention. On dit que A est un élément, appartient à P de E, si seulement si A est une partie de E. E, c'est toujours appartient à P de E, puisqu'on commence l'ensemble vide, on donne des parties et on finit par E. Donc E est un élément de cet ensemble. Il est là. L'ensemble vide, c'est au premier, donc c'est toujours appartient à P de E. Et bien sûr, si on a un élément de E et on met entre accolades, on met A entre accolades, il ne devient plus un élément, mais il devient une partie de E. Et s'il est une partie, donc il appartient à P de E, puisque P de E, il est formé des parties de E, tous les parties de E. Alors maintenant, on va passer au complémentaire. Alors, soit A une partie d'un ensemble E, on appelle complémentaire de A dans E l'ensemble des éléments de E qui ne sont pas dans A. Donc, regardez ici, si on représente par exemple E, ça s'appelle diagramme de Venn. Si on prend un ensemble A ici, donc le complémentaire de A, c'est normalement ce qui est à l'intérieur de E, mais n'appartient pas à A. Ce sont les éléments qui sont là, par exemple. D'accord? À l'extérieur de A. Alors, par exemple, complémentaire de 0 dans R. Alors, normalement, c'est R privé de 0, donc c'est R étoile. Le complémentaire dans N étoile dans Z, c'est quoi?
Alors, n étoile déjà, elle contient quoi? C'est 0, 1, 2, 3, etc. Alors, le complémentaire de ça, dans Z, il contient quoi? Moins 2, moins 1, 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Alors, si on élimine les éléments liquidés, il reste quoi? Il reste Z moins, c'est-à-dire les nombres antinégatifs. Le complémentaire de 0, 1 par rapport à R, voilà le R, c'est infini. Ici, à ce niveau, on a, par exemple, 0, 1. Alors, le complémentaire de ça, normalement, ce sont les éléments qui n'appartiennent pas à 0, 1, c'est-à-dire les éléments qui sont là, ou bien les éléments qui sont ici. Donc ça, c'est moins l'infini 0, union 1 plus infini. Alors, soit A et B, deux parties d'un ensemble E, alors le complémentaire de E par rapport à E, c'est l'ensemble vide. Et le complémentaire de l'ensemble vide, c'est E. Alors, je peux schématiser ceci par exemple. On a ça, c'est E. Alors, ça, ce sont les éléments de E. Je peux faire une partie ici, mais qui ne contient aucun élément. J'existe l'ensemble vide, dit vide. A égale l'ensemble vide. Alors, le complémentaire de l'ensemble vide, c'est les éléments qui sont là, donc c'est E. Mais le complémentaire de l'ensemble de E, c'est-à-dire le complémentaire de ça, c'est le vide. Alors, si on prend par exemple ici complémentaire de complémentaire, ça on peut l'écrire comme A bar bar. Bien sûr, si on a un ensemble E, une partie A, ici par exemple, le complémentaire c'est là. Mais le complémentaire de A bar, c'est A. D'accord? Le complémentaire de cet ensemble, c'est l'ensemble A. Alors maintenant, on va voir la démonstration de cette proposition. Alors, on peut écrire en A est inclus dans B. Ceci équivaut à quoi? Par définition, c'est quel que soit X appartenant à E, X appartient à A, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a écrit par rapport au complémentaire? Alors, X appartient à A implique X appartient à B. Alors, si on fait la contraposée de ceci, la contraposée de cette application, X n'appartient pas à B implique X n'appartient pas à A. Mais il faut faire attention, ça veut dire quoi? X n'appartient pas à B, c'est-à-dire il est dans B bar. Implique X n'appartient pas à B, il est dans A bar. Il faut retenir ça. X appartient à A bar équivaut X n'appartient pas à A. Et X appartient à A équivaut X n'appartient pas à A bar. Voilà, on a fini. Donc ceci équivaut à dire quoi? Puisque quel que soit X dans E, si X dans B bar implique X dans A bar, ceci implique que B bar est inclus dans A bar. Donc on peut faire un autre raisonnement. Donc on peut supposer raisonner par double inclusion. On va écrire supposons que A est inclus dans B et montrant que B bar est inclus dans A bar. Alors soit un élément X appartient à B bar. Ou bien on va écrire en A, on va raisonner par implication successive. On a X appartient à B bar implique X appartient à A bar. Pardon.
X n'appartient pas à B. Et bien sûr, puisque A est inclus dans B, voilà le B, si un élément X n'appartient pas à B, forcément, ça ne sera pas dans A. X n'appartient pas à A. Ou si X n'appartient pas à A, ça veut dire X appartient à A bar. Donc, B bar est inclus dans A bar. Donc, de même, on va supposer que B bar est inclus dans A bar et on va montrer que A est inclus dans B. Ou bien, on va utiliser juste la première implication. Qu'est-ce qu'on a montré dans la première implication? On a montré que si A est inclus dans B, alors ceci implique que B bar est inclus dans A bar. Donc, on peut dire, on a B bar inclus dans A bar implique. Donc, on va utiliser B bar à la place de A et A bar à la place de B. Donc, A bar est inclus dans B bar en utilisant juste l'implication qu'on a démontrée ici. Et ça, ce n'est rien d'autre que A est inclus dans B. Et on a montré, bien sûr, la double inclusion. A inclus dans B équivaut B bar inclus dans A bar. Maintenant, on va passer aux exemples. Alors, d'écrire en extension du complémentaire. Donc, alors, on a X appartient au complémentaire de A par rapport à N étoile. Donc, équivaut à quoi? X n'appartient pas à A. D'accord? Ceci, bien sûr, on va prendre X dans N étoile. Alors, X n'appartient pas à A, c'est-à-dire X au carré moins 4X inférieur ou égal à 0. Donc, ceci équivaut à dire que X facteur de X moins 4 est négatif. Mais puisque X est différent de 0, puisque X est positif et différent de 0, donc ceci implique que c'est X moins 4 qui est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que X est inférieur ou égal à 4. Donc, puisque X appartient à une étoile, donc c'est 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4 elle-même. Donc, le complémentaire de A par rapport à N étoile, c'est 1, 2, 3, 4. Maintenant, on va passer à montrer que 1, 2 est inclus donc complémentaire de B par rapport à R. Alors, il suffit de montrer quoi? Montrons que l'intervalle 2 plus l'infini est inclus donc complémentaire de B par rapport à R. Alors, il suffit de montrer quoi? Le complémentaire de ça, c'est-à-dire B, est inclus dans le complémentaire de ça, c'est-à-dire... Ah bon, on peut raisonner directement. Alors, soit X appartient à l'intervalle 1, 2 plus l'infini, pardon. On a. Alors, on va prendre X dans R, toujours dans l'ensemble E. On a X appartient à 2 plus l'infini, implique que X est supérieur ou égal à 2. Ceci implique que X à la puissance 3 est supérieur ou égal à 8 et X est supérieur ou égal à 2. Donc, ceci implique X à la puissance 3 plus X supérieur ou égal à 10. Et bien sûr, ceci implique que X est à la puissance 3 plus X est strictement supérieur ou égal à 5. Et bien sûr, X appartient au complémentaire
de B. Donc, 2 plus l'infini est un clé donc complémentaire de B qu'on peut écrire comme complémentaire de B par rapport à R. Alors, les opérations dans l'ensemble des parties d'un ensemble P de E. Intersection. Alors, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. L'intersection des ensembles A et B noté A inter B est l'ensemble des éléments de E qui sont à la fois dans A et dans B. En d'autres termes, X appartient à A inter B équivaut X appartient à A et X appartient à B. On a alors A inter B, c'est l'ensemble formé des éléments de E qui sont à la fois dans A et dans B. Alors, prenons maintenant des exemples. Ici, regardez A inter B. Quels sont les éléments en commun? Donc 0, on n'a pas 0 ici. 2, oui, on a 2. Elle est là, elle est là. 3, on n'a pas. 6, il n'y en a pas. 8, oui. 8, elle est là, elle est là. 11, on n'a pas. Donc c'est 2 et 8. C'est ça l'intersection. Alors, soit D12, l'ensemble des diviseurs positifs de 12, et D18, l'ensemble des diviseurs positifs de 18. Alors, D12, c'est 1, 2, les diviseurs de 12. 1, 2, 3, 8, 4, 8, 6, 8, 12. Maintenant, D18, 1, 2, 8, 3, 8, 4, non, 5, non, 6, 8, 9, 8, 18. Alors, quels sont les éléments en commun? 1, il est en commun. 2, oui. 3, 4, non. 6, oui. Bien. Ça fait ça. Alors, on va continuer. Alors, les éléments communs sont 1, 2, 3 et 6. Alors, 0, 5, inter, moins 3, 2. Donc, il vaut mieux de représenter ces ensembles. 0, 5. Par exemple, ça. 0 et 5. Inter, moins 3. Disons ça, c'est moins 3. Vers 2. 2, par exemple, il est là. Alors, les éléments en commun, ce sont les éléments dans l'intervalle 0, 2. R plus inter R moins, donc ça c'est 0 plus infini, inter moins l'infini 0, donc c'est 0, on voit le seul élément en commun. On passe maintenant à la réunion. Alors, soit A et B, deux parties d'un ensemble E, la réunion des ensembles A et B, notée A union B, et l'ensemble des éléments de E qui sont dans A ou dans B. En d'autres termes, X appartient à A union B équivaut X appartient à A ou X appartient à B. On a alors A union B, c'est l'ensemble des éléments X dans E, tels que X appartient à A ou X appartient à B. Alors, c'est-à-dire, il contient soit un élément A union B, c'est les éléments de A, et les éléments de B, et les éléments de l'intersection, on l'écrit une seule fois. C'est-à-dire, on écrit les éléments de A, 0, 2, 3, 6, 8, 11. 1, 2, elle est déjà dans A, donc on ne le répète pas. 4, on l'écrit. 8, 12. C'est ça la réunion. Donc il faut faire attention, vous avez A et vous avez B. Alors l'intersection, c'est cette partie-là, la partie en commun. Mais la réunion, c'est les éléments qui sont dans A
et les éléments qui sont dans B, ils ne sont pas dans A, et les éléments de l'intersection. Donc c'est le tout. Normalement, les éléments de A union B, ce qui est entouré ici. Donc je vais utiliser tous les éléments entre ce diagramme et sont dans A union B. C'est-à-dire les éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B sont dans A union B. Les éléments de l'intersection sont dans A union B et les éléments de B sont dans A union B. Alors, on va prendre ici les diviseurs de... Donc, on va prendre la réunion. Donc, on va réécrire les diviseurs de 12. C'est 1, 2, 3, 4, 6, 12. C'est 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Donc, A union B, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 12. 4, 6, pardon. 12. 1, 2, 3 sont déjà là. 6, il est déjà là. Donc, 9 et 18. C'est ça la réunion de A union B. Alors, si on prend dans R 0,5 union moins 3, 2, donc la réunion de ça, de cette partie, ça c'est les éléments qui sont dans juste le premier ensemble et de l'intersection et cette partie. C'est moins, ça c'est quoi? C'est moins 3, 5. Donc c'est moins 3, 5. Et ça, R plus union R moins, c'est juste R. Alors, on va continuer. Alors, quelques propriétés de l'intersection et de la réunion. Alors, rappelons, si vous avez un ensemble A et un ensemble B. Alors, il faut faire attention, les éléments. Donc, je vais utiliser une autre couleur. Ça, c'est B. Alors, les éléments de B, ce sont les éléments qui sont à l'intérieur de B. Et les éléments de A, ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de A. Et ça, sont mixtes, sont à la fois dans A et dans B. Alors, A union B, c'est la même chose que A, B union A, c'est la même chose. On dit que la réunion est commutative. A union E, donc E, il contient A, donc c'est E. A union l'ensemble vide, donc c'est A, puisque l'ensemble vide ne contient aucun élément. A union A, c'est A, mais A union A bar, si vous avez par exemple un ensemble A comme ça, qui contient par exemple deux éléments, et vous avez un ensemble E, E comme ça, qui contient des éléments. Donc ça, c'est les éléments de A bar. Mais A bar union A, ce sont les éléments qui sont à l'intérieur de E. Alors remarquons ici que on a A est toujours inclus dans A union B, puisque A union B, c'est quoi? C'est tout ce qui est entouré ici. C'est ça A union B. Donc A, les éléments de A sont déjà dans A union B. Et B, la même chose, les éléments de B sont déjà dans A union B. Ici, c'est juste l'associativité. Donc A union B union C, vous pouvez commencer par A union B, puis faire la réunion avec C, c'est pas grave. Donc les parenthèses ne jouent aucun rôle ici, donc on peut utiliser A union B union C sans parenthèse. Alors ici, A union B égale A si seulement C, B est inclus dans A.
Alors, cette propriété il mérite une démonstration. Donc, démontrons F. Alors, déjà, si on prend A égale 2 éléments, par exemple, et B, c'est A, B, C. Donc, on a bien sûr A est inclus dans B. Donc, nommons ça c'est B et ça c'est A. On a B est inclus dans A. Et la réunion de A union B, c'est quoi? C'est A, B, C. Donc, c'est A. Donc, si on a B est inclus dans A, donc la réunion A union B, c'est A. Ce qu'on a écrit ici. On a même l'équivalence. Maintenant, une démonstration. Alors, supposons, puisqu'on a équivalence ici, supposons que A union B, c'est A. Et montrons que B est inclus dans A. Alors, on a, d'après la propriété qui est là, on a B est inclus dans A union B. Or, A union B, c'est A. Donc, on va remplacer A union B par A. Donc, on a montré cette implication. Maintenant, on va montrer l'autre implication. Supposons que B est inclus dans A. Et montrons que A union B est égal à A. Alors, on a déjà, ça c'est une égalité entre deux ensembles. On a déjà A est inclus dans A union B. Donc maintenant, il suffit de montrer que A union B est inclus dans A. Alors, soit X appartenant à A union B. On a deux cas. Si X appartient à A, c'est ce qu'on cherche. D'accord? Maintenant, si X appartient à A, c'est fini. Maintenant, si X appartient à B, alors X appartient à A, car B est inclus dans A, ce qu'on a ici. D'où A union B est inclus dans A. Donc, A union B est égal à A. On va passer maintenant aux propriétés de l'intersection, qui sont les mêmes. Alors, on a la commutativité, A inter B, c'est B inter A. Il faut faire attention, l'intersection, elle contient ces deux éléments. Donc, ces deux éléments sont une partie de A. Oui, ils sont inclus dans A. L'intersection est inclue dans A. En même temps, ces deux éléments sont une partie de B. Donc, A inter B est inclus dans B. D'accord? Mais A inter E, c'est toujours A, puisque A est complètement inclus dans E. Les éléments en commun entre A et B, ce sont des éléments qui sont déjà dans A. Mais A inter, un ensemble qui ne contient aucun élément, c'est un ensemble qui ne contient aucun élément. Bien sûr, ici, l'intersection A inter B inter C, vous pouvez commencer par A inter B puis C. Donc, ça veut dire que les parenthèses ne jouent aucun rôle ici. L'intersection de A et A, c'est A. L'intersection de A avec complémentaire, c'est l'ensemble vide. Maintenant, on va passer à démontrer ceci. Si on a A inter B égale A, alors A est inclus dans B. Alors, démontrons L. Alors, si A inter B égale A, bien supposons
et montrant que A est inclus dans B. On a A inter B est inclus dans B, d'après cette propriété. Donc, puisque A inter B c'est A, donc A est inclus dans B. Maintenant, on va montrer l'inclusion réciproque. Supposons que A est inclus dans B. Alors, on a déjà A inter B est inclus dans A. Il suffit de montrer que A est inclus dans A inter B. Alors, si soit on va prendre un élément X dans A, donc X appartient à B, car A est inclus dans B. D'où X appartient à A et en même temps appartient à B, donc il est dans A inter B. D'où A est inclus dans, est inclus dans A inter B. D'où, puisqu'on a cette inclusion et cette inclusion, donc A inter B est égal à A. Et donc on a montré cette équivalence. Alors ce qu'il faut retenir de ceci, de cette équivalence et celle-là, ce qu'il faut garder en tête de ces deux équivalences, si vous avez X, une partie inclue dans Y, alors vous pouvez écrire X inter Y alors X inter Y, si le X c'est le plus petit. Et bien sûr, ceci équivaut aussi à X union Y, c'est le plus grand, c'est Y. Alors, si on prend X union Y, si vous avez déjà X inclus dans Y, le X qui est là, c'est l'intersection des deux, et le Y, donc je vais prendre ici, c'est la réunion. Donc c'est ça, donc il faut retenir ceci. La réunion, c'est le plus grand, c'est Y, et l'intersection, c'est le plus petit, c'est X. D'accord? Alors maintenant, on va passer à simplifier cette expression. Alors, soit A et B, trois parties de E. Alors, on a, donc on peut écrire que ça c'est quoi déjà? Donc on a A inter B bar, inter A inter C bar, tout ça union A. Donc il faut faire attention, l'intersection, les parenthèses ne jouent aucun rôle, donc on peut écrire que A inter B bar, inter A, inter C bar, union A. Bien sûr, on a la commutativité, je peux commuter B bar avec A, donc c'est A inter B bar, inter C bar, union A. A inter A, c'est A, inter B bar, inter C bar, union A. Et bien sûr, ceci est égal à A, car A inter B bar, inter C bar, c'est inclus dans A.
puisque cet ensemble il contient les éléments en commun entre A et B bar et C bar. Donc c'est une partie de A. Donc la réunion de ça et ça, c'est le plus grand. Le plus grand ici, c'est A. D'accord? Donc A union quelque chose qui est inclus dans A. Donc voilà la simplification. Alors distributivité et les lois. Alors ici, distributivité et les lois de Morgan. Alors soit A et B, c'est trois parties de E, on a A union B inter C, c'est comme dans la logique, donc union joue le rôle de multiplication ici. C'est A union B, inter A union C. La même chose si vous avez l'intersection, c'est A inter B, union A inter C. C'est comme si pour la multiplication, par exemple, vous avez A pour les nombres, vous avez A fois B plus A fois C. Pour la première, vous pouvez identifier la réunion par la multiplication. Donc vous allez trouver ici union, union. Et vous identifiez plus avec l'intersection et vous trouvez ici l'intersection. D'accord? A union B, A union C, A union B inter C égale. Et la même chose ici, vous pouvez prendre l'intersection à la place de phi et la réunion à la place de plus et vous pouvez faire l'identification pour mieux comprendre. Alors ici, A inter B, B le tout bar, ce sont les lois de Morgan. C'est A bar union B bar. A union B le tout bar, c'est A bar inter B bar. On peut démontrer ceci. Alors par exemple, démontrant C. Alors X appartient à A inter B le tout bar. Ça équivaut à quoi? Alors ça équivaut à dire que X n'appartient pas à A union B, inter B, pardon. Et ça, bien sûr, c'est quoi? Ça, c'est la négation de... Alors déjà, X appartient à A inter B, équivaut X appartient à A et X appartient à B. Donc, c'est quoi X n'appartient pas à inter B, c'est-à-dire X n'appartient pas à A, ou X n'appartient pas à B. Alors, X n'appartient pas à A, ça veut dire que X est dans A bar, ou X appartient à B bar. Donc, X appartient à A bar, union B, puisqu'on a O ici. Donc, finalement, A bar, A inter B auto bar, c'est A bar, union B bar. On peut démontrer de même la deuxième inégalité en utilisant le même principe. Maintenant, on va passer à simplifier ceci. Alors, on a A inter B bar, union A inter B. Donc, on peut écrire ceci comme A inter B union B bar. Mais B union B bar, c'est E. Mais E est une partie de E est inclus dans A est inclus dans E. Donc l'intersection de A et E, c'est le plus petit, c'est A. Car. Maintenant, on va passer à la différence de deux ensembles. Alors, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. La différence des ensembles A et B dans cet ordre, notez A moins B, et l'ensemble des éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B. En d'autres termes,
X appartient à A moins B, c'est-à-dire X doit être dans A, mais X n'appartient pas à B. On a alors X moins A, pardon, A moins B, c'est l'ensemble des éléments de E, tels que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Alors A moins B se lie A moins B ou A privé de B. Alors, A moins B. Donc ce sont les éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B. 1, il est dans A, mais il est déjà dans B. Donc n'appartient pas à l'intersection. 2, il est dans A et déjà dans B. Donc n'appartient pas à A moins B. 3, il est dans A, mais 3 n'appartient pas à B. Donc 3, il est dans A moins B. Ce sont les éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B. 5, il est dans A, mais n'appartient pas à B. Donc il est dans A moins B. 6, il est dans A, mais n'appartient pas à B. Donc il est dans A moins B. De même, maintenant B moins A, ce sont les éléments qui sont dans B et ne sont pas dans A. Donc 8, il est là, donc il n'appartient pas ici. Donc 8, il est dans A moins B. 1, il est déjà là. 2, déjà là. 7 appartient à B, mais n'appartient pas à A. Donc il est dans A, B moins A. Alors maintenant, on va passer à d'autres exemples. Alors, ici, je vais représenter ces intervalles pour mieux comprendre les différences données. Alors, 2, 5. Je représente par exemple 2, 5 ici. D'accord. Après, 3, 6. 3, 6, par exemple 3, elle est là. 6, elle est là. Et après 0, 5 sur 2. 0, elle est là. 5 sur 2, elle est là. Alors, nous, on cherche quoi? I moins G. Donc, K, elle est là. Je vais représenter ça, c'est K. Ce qui est en vert, c'est G. Ce qui est en rouge, c'est ça, c'est alors ce qui est en rouge, c'est G, pardon. Ça, c'est G et ça, c'est K. Non. Ce qui est en rouge, c'est I, c'est ça? 2, 3, 6, pardon. 3, 6, c'est G. Ce qui est en, voilà, en vert, c'est G. Alors maintenant, I moins G. I moins G. I, c'est 2, 5. Pardon. Ce qui est ici, c'est I. Et moins G. Donc I, on a G. Donc 2, 5, 3, 6. Donc il reste les éléments de I, c'est 2 jusqu'à 3. D'accord. Alors il faut faire attention, pourquoi 3 c'est inclus ici, puisque 3 n'appartient pas à G. Oui, il est dans G, donc il est fermé. Pardon, il est ouvert. Maintenant, G moins I. G moins I. يعني هاد الشيء اللي بالحمر نحيدو منه هاد الشيء اللي بالخضر. دونك يبقى عندنا 5 6. 5. Il est déjà dans I. Donc 5 6. 6 déjà خارجة. Maintenant K moins I. K moins I. Donc c'est 0, 2. Mais 2, il est déjà dans I, donc il ne doit pas être dans K moins. K moins G. Donc c'est 0 G. Donc ici ils sont disjoints.
donc il reste K. Alors CA est inclus dans B, alors A moins B, c'est l'ensemble vide. Et B moins A, c'est le complémentaire de A par rapport à B. D'accord. Alors maintenant, on va passer soit A et B, deux parties d'un ensemble, E. On a les propriétés suivantes. Donc A moins B, on peut l'écrire comme A inter B bar. Pourquoi? En effet, si on prend X appartient à A moins B, ceci équivaut à dire que X appartient à A et X n'appartient pas à B. Bien sûr, ceci équivaut à dire que X appartient à A et X appartient à B bar. Donc X il est dans A et à la fois dans B bar. Donc X appartient à A inter B bar. D'où on a pris X dans A moins B, on a trouvé qu'il est dans A inter B bar. Donc A moins B, c'est A inter B bar. Voilà. Donc cette propriété, on va l'utiliser souvent. Maintenant, on va utiliser la première propriété. Ça, c'est comme un exercice. Ce n'est pas une vraie propriété. Alors, on va montrer ça. Donc, on peut considérer ça comme exercice. Alors, on a A moins B, union A inter B. Ça, c'est quoi? C'est A inter B bar, union A inter B. On va factoriser par A inter B bar, union B. Bien sûr, A B bar, union B, c'est E. Donc, c'est A inter E. Et bien sûr, A inter E, c'est A, car A est inclus dans E. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, soit A et B, deux parties. Donc, la différence symétrique A delta B, c'est A moins B union B moins A. Donc, si on a un ensemble A et un ensemble B. Donc, le A delta B, c'est A moins B, c'est-à-dire les éléments qui sont dans A et ne sont pas dans B, union les éléments qui sont dans B et ne sont pas dans A. D'accord. Alors, on considère A et B, les deux ensembles définis par, donc A delta B, donc on va déterminer premièrement A delta B, A moins B, pardon. Donc les éléments qui sont dans A, ils ne sont pas dans B. Donc 1, 2 non, 5 B, 6 B, 9 B, 10 B moins A. Alors, les éléments de B qui ne sont pas dans A, 2 Kane, 3 Macinch, 5 Kane, 7 Macinch, 8 Macinch, 9 Kane. Donc, A delta B, c'est la réunion des deux. C'est-à-dire c'est 1, 6, 10, 3, 7 et 8. Alors, soit A une partie de E, on a A delta A, c'est l'ensemble vide, puisque c'est A moins A union A moins A. Et bien sûr, A delta E, c'est A moins E, donc c'est l'ensemble vide, union E moins A, donc c'est le complémentaire de A par rapport à E, c'est A bar. Alors, l'ensemble vide moins A, c'est l'ensemble vide, mais A moins l'ensemble vide, c'est A. Maintenant, on va définir le produit cartésien. Soit E et F, deux ensembles, l'ensemble du couple XY tel que X appartient à E et Y appartient à F est appelé le produit cartésien de E et F. Alors, je vais donner tout de suite un exemple et revenir à la définition. Alors, si on prend, par exemple, on considère les deux ensembles E et F tels que E égale A, B, C et F égale 1, 2, déterminer en extension les produits cartésiens E croix F. Alors, E croix F, c'est l'ensemble de tous les couples qu'on peut former, tels que X appartient à E et Y appartient à F. Alors, on a A
bien sûr, on peut prendre 1 avec A avec 2. On peut prendre en abscisse B avec 1 et B avec 2. On peut prendre comme abscisse C, donc C avec 1 et C avec 2. Donc E croix F, c'est l'ensemble de tous les couples qu'on peut former, tels que X il est dans A, et Y est dans F. Maintenant, l'inverse. F croix E, c'est l'ensemble de tous les couples qu'on peut former, tels que l'abscisse est dans F, et l'ordonnée est dans E. Donc on va choisir l'abscisse dans F, c'est-à-dire 1. Avec 1, je peux prendre comme ordonnée A, ou bien avec B, ou bien 1 avec C. Maintenant, je peux choisir en abscisse 2. Donc 2 avec A, ou bien 2 avec B, ou bien 2 avec C. Voilà la définition de produit cartésien. Alors, donc le produit cartésien E croix F, c'est l'ensemble de tous les couples XY, tels que X décrit E et Y décrit F. Donc, on peut définir un produit cartésien de trois ensembles. Alors, le produit cartésien E croix F croix G, c'est l'ensemble des triplés X, Y, Z, tels que X appartient à E, Y dans F et Z dans G. Par exemple, on peut dire que 2 moins 3 racine de 2 appartient à N croix Z croix R. Mais il faut faire attention, moins 1 racine de 2, 3 n'appartient pas à N croix Z croix R. Alors, ici, moins 1 n'appartient pas à N, donc cet élément n'appartient pas à ce produit cartésien. Même si 3 appartient à R, ou bien même si je mets ici 2 appartient à Z, le fait qu'un seul élément n'appartient pas à l'ensemble correspondant, ça veut dire que le triplet n'appartient pas à ce produit cartésien. Donc il faut que les trois, le premier soit dans le premier, le deuxième soit dans l'ensemble du deuxième ensemble, le troisième soit dans la troisième ensemble. Maintenant, en général, on peut définir le produit cartésien de n ensembles. Donc un élément comme ça formé de n éléments, on appelle n uplets. Un triplet, on peut dire que c'est 3 uplets. Un 3 uplets est un triplet, c'est-à-dire un XY, Z. Un couple XY, on peut l'appeler un 2 uplet. Donc, un quadruplet, on peut l'écrire comme un 4 uplet. Par exemple, A, B, C, D. Ça, c'est un 4 uplet. Ou bien quadruplet. En général, si vous avez un élément ici, on écrit n uplets. Alors, l'ensemble des n uplets x1, x2 jusqu'à xn où xi appartient à ei, c'est-à-dire x1 dans e1, x2 dans e2 jusqu'à xn dans en, avec i de 1 jusqu'à n, est appelé le produit cartésien des ensembles e1, e2 jusqu'à n. On la note comme ça. Parfois, on peut écrire ça comme ça, produit de ei pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors maintenant, CE égale F, le produit cartésien E croix E, noté E carré, est appelé le produit cartésien de E. Alors normalement, vous avez déjà entendu résoudre dans R carré par exemple, le système, c'est-à-dire ça c'est quoi? C'est R croix R. C'est-à-dire il faut trouver un couple XY comme solution. X il est dans R et Y dans R. D'accord? Alors, soit E et F deux ensemble, alors le produit cartésien est vide, si seulement si, au moins l'un des deux ensembles est vide. D'accord, voilà, c'est la fin de ce cours. Merci pour votre attention et au revoir.